Avertissement. Des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des spectateurs. Et surtout des petits bambins. Et surtout des petits bambins. Salut mes petits farfadets béotiens. Aujourd'hui, on parle des X-Men. Et pour m'accompagner, je n'ai guère le choix que de faire revenir celle que vous plébiscitez à chaque fois dans les commentaires. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir la sexualisante Scarlett. Salut! Tu as mis ta belle robe pour l'émission? Non, c'est une merde que j'ai trouvée chez Tati. En tout cas, merci d'être là, et comme d'habitude, on va parler de vieux comics vintage Marvel. Alors, on envoie le bousin. Mes chers farfadets, pour l'émission d'aujourd'hui, je suis revenu à des plaisirs simples et peu coûteux. La pignole. Non, juste la lecture vintage. Ah ouais, moins glamour. Alors attends, ça fait quoi 5? Allez, 10 secondes que la rubrique est commencée, il y a déjà le mot pignole? Oh bah si les gens sont pas contents, ils n'ont qu'à aller se polir le frétillant devant une vidéo de Mediapart, hein. Ils verront si ça leur fait dégorger le poireau. Non mais ça suffit Scarlett là. Bah quoi, c'est vrai. Bref, une fois n'est pas coutume, je me suis fait un petit plaisir coupable bien vintage. Sauf que là, ça n'a pas été aussi facile à lire que je ne le pensais de prime abord. L'album que j'ai lu a de quoi rebuter le lecteur non averti. Comme Jean-Christophe? Pardon? Jean-Christophe averti. Et quand la lecture du vintage devient difficile, et que même la nostalgie ne suffit plus, c'est qui qu'on appelle? Ghostbuster? Alors non, mais plutôt Tonton Zonzombe, votre dévoué serviteur. Et aujourd'hui, nous poursuivons notre odieuse description avec cette incontinence verbale qui me caractérise sur le début des X-Men, avec cette fois-ci l'album Panini consacré à l'année 66. Eh ben on va pas se faire chier. Pas forcément, ça peut devenir swag si tu joues le jeu. Alors ne partez pas tout de suite, et vous allez voir avec moi, c'est Child. Alors cette année 66 est importante pour la série, car c'est la première année complète de parution mensuelle, parce qu'avant c'était bimestriel. On s'en fout. Je rêve ou tu n'aimes pas trop cette période des X-Men? De toi à moi, c'est de la merde. Les scénarios partent en cacahuète et les dessins sont moches comme le cul d'un vieux cynocéphale. Ah, direct. Mais vas-y, continue d'épiter tes conneries là, je voudrais pas te couper dans ton élan. Ok, oui donc 1966, c'est l'année aussi où Stan Lee laisse Roy Thomas aux commandes de la série pour le pire et le pire. Bon, ne nous le cachons pas, la couverture de l'album Panini avec son émulation au poil de cul est loin de faire hurler les foules. En un mot... Elle est dégueulasse. Oui, c'est ça. Tu as des fulgurances toi des fois? T'emmerdes. Vous en conviendrez aisément, cette couverture ne donne pas envie d'ouvrir le bousin. Ce dernier rassemble les X-Men 16 à 27 parus en 1966 et je vous propose d'y jeter un coup d'œil sans plus tarder afin de poursuivre la vidéo précédente consacrée à l'année 65 qui s'est terminée avec le groupe d'étudiants de Xavier confronté aux Sentinelles. L'épisode 16 datant de janvier 1966 est écrit par Stan Lee et dessiné par Jay Gavin alias Werner Roth. À son sujet, personne ne vous dira d'ailleurs que c'est le dessinateur de Conflit Cosmique. Et d'ailleurs ce n'est pas lui. Ajoutons que nous pouvons également trouver dans ce récit quelques esquisses de Jack Kirby, et quand même, et croyez-moi, il fallait ça comme Lèche Valéza. J'ai pas la ref. Les étudiants de Xavier vont délivrer le fauve qui a été capturé par les Sentinelles. De son côté, Bolivar Trask, le créateur des Sentinelles, réalise qu'il a été un gros con en les créant, car au final, il a mis en place une planification programmée de pétage de stick des mutants, mais aussi de l'humanité. Et finalement, Trask se sacrifie pour détruire leur base. Vous avez pu lire ces épisodes dans le Strange 16 d'avril 1971 ou dans le Speedy 32 de septembre 82. Malgré tout, les épisodes 14 à 16 sont au final un bon arc narratif avec des Sentinelles attrayantes dans leur apparence, de gros robots maladroits à grosse tête et une histoire pleine de rebondissements comme dans mon pantalon quand je vois Scarlett. J'avoue. Le saviez-vous? Je ne résiste pas à l'envie de vous montrer cette image du moule initial des Sentinelles, qui est en fait une ressucée de Kirby, qui avait déjà fait ce genre de personnage auparavant, et c'était le Ruler of Earth. Un personnage de science-fiction horreur de Kirby apparu dans Journey into Mystery 81 en juin 1962. C'est comme à Hollywood, tout est recyclé. Et finalement, l'histoire globale est intéressante, aussi car elle est l'une des premières fois où on établit vraiment le credo des X-Men qui jurent de protéger une humanité qui les déteste et les craint. C'est vachement intéressant ce que tu nous racontes. Puis l'album nous présente l'épisode 17 de février 1966, toujours réalisé par la même équipe, et que les lecteurs français détumescents ou du moins velus et acnéens ont pu lire dans le Strange 17 de mai 1971 ou le Speedy 33 d'octobre 82. L'épisode commence avec le transport des X-Men à l'hôpital après leur grand combat contre les Sentinelles. Et là on a le droit à la fameuse scène avec la monumentale bourde du professeur Xavier qui dit par télépathie au fauve de ne pas révéler son identité secrète alors qu'il prononce le nom de McCoy à haute voix devant le médecin. C'est un must de la stupidité. Ouais, je me demande s'il était pas un peu con. Eh bien, il faut que vous le sachiez, et pas seulement dans un sac à plastique comme celui-ci, cette bourde a été corrigée dans l'album Panini. Mais voyez plutôt.
Mais non, je vous dis de regarder la correction de Panini, bourde qui n'avait pas été corrigée dans le Speed 33 et encore moins dans le Strange 17. Bon, on passe sur le fait que la radio nous montre que le fauve a 6 doigts. Tu cherches la petite bête, man. Une fois rétablis, ils retournent tous au manoir, un par un, et ils sont vaincus par Magneto. Oui, Magneto hypnotise tout le monde, et même les parents d'Angel avec une attraction magnétique. Ne me demandez pas ce que c'est, j'en sais rien du tout. Au final, c'est Iceberg dans le 18e épisode, datant de mars 1966, qui fera la différence en tenant tête à Magneto. Aussi bizarre que cela puisse paraître, Iceberg est dans cette histoire le membre le plus puissant du groupe. En guise de Deus Ex Machina, le professeur Xavier convoque l'étranger pour qu'il emmène à nouveau Magneto avec lui, car je vous rappelle que le gazier magnétique avait été capturé par l'étranger dans le X-Men numéro 11 et qu'il s'est échappé de la planète carcérale de l'étranger en volant une fusée. Et puis cette histoire est assez bizarre car tout le stratagème de Magneto repose sur la création de clones mutants en utilisant l'ADN des parents d'Angel. Une fois, j'ai tourné dans un film avec des clones. Ah ouais, je m'en souviens, c'était The Highland. Ouais, ça doit être ça. Quoi, tu te souviens pas du titre? Ouais, ça m'a pas marqué. Bref, je n'ai rien compris à cette histoire de clones. Dans mon film? Non, dans la BD d'X-Men. Mais je fais confiance au Jean-Michel Je sais tout dans les commentaires pour nous expliquer ce truc. Pour les curieux nostalgiques, je préciserai juste que cet épisode a pu être lu dans le Strange 18 en juin 71 et le Speedy 34 en novembre 1982. Bon, au final, malgré l'originalité des Sentinelles, il est facile de comprendre pourquoi la série a finalement été annulée. Tout d'abord, d'un point de vue scénaristique, Stan Lee joue la facilité quand Xavier est constamment en train d'effacer l'esprit des gens. Cela permet de tout résoudre. Deuxièmement, il y a toutes sortes d'idées bizarres comme les Sentinelles créées par un anthropologue. Ça, je l'avais dit dans l'autre vidéo. On s'en branle, Scarlett. Oh, excuse-moi d'exister, j'ai jamais voulu. C'est pas ce que j'ai voulu dire. Et puis il y a le retour aléatoire de Magneto et de l'hypnose magnétique qui est tout simplement absurde. Magneto comme Fatalis ont des pouvoirs aléatoires tirés du cul, utilisés puis abandonnés. Ça rend vraiment la lecture de ces premières aventures pénibles parce qu'on ne sait pas à quoi s'en tenir. Mais enchaînons sans plus tarder avec le X-Men numéro 19 d'avril 1966, vu en France dans le Strange 19 de juillet 71 et le Speedy 35 de décembre 82. Tu vas à chaque fois préciser les lectures françaises? Oui, pourquoi? Pour faire? Un Uncanny X-Men 19 toujours réalisé par la même équipe d'artistes, ce numéro présente le Mimic, une menace de méchant assez bizarre et unique quand on y regarde de près, mais ne serait-ce que parce qu'il est Sagittaire ascendant 6 sauteuse, c'est-à-dire humour absurde. C'est-à-dire pas compris. Mais surtout, Mimic n'est pas mutant. Oui, Calvin Ranking a obtenu ses pouvoirs dans un accident dans le laboratoire de son père, lui donnant la capacité de copier les attributs des autres. Mais il ne semble pas surpris la première fois qu'il rencontre les mutants, comme le Fauve ou Iceberg, dont il prend les pouvoirs. Mimic à leur contact va vite déduire les identités secrètes des deux X-Men. En suivant Jean Grey, il découvre l'école de Xavier et il décide d'affronter tous les X-Men puisqu'il aura piqué leur pouvoir. Mais grâce à leur entraînement, les X-Men sont capables de le vaincre et il s'échappe avec Marvel Girl. Qui ça? Bah, Jean Grey, Strange Girl. Et il s'avère que tout cela n'était qu'un stratagème pour les attirer dans une mine déserte où le père de Mimic l'avait caché après que ses pouvoirs aient commencé à lui causer des ennuis. Son père avait construit une machine qui était censée rendre permanent l'absorption d'énergie de Mimic, mais il a été tué par des habitants en colère lorsque la machine a consommé tellement d'énergie qu'elle a provoqué des pannes de courant dans tout le comté. Bref, les X-Men retrouvent la cachette, il y a une grosse baston, puis le professeur efface l'esprit de Mimic, désormais impuissant. Côté petit truc caché dans la BD, sur la première page, Marvel Girl semble lire Monster Unlimited numéro 6, un magazine humoristique écrit par Stan Lee. Vraiment un maître de l'autopromotion, le père Stanley. Sinon, quand même, le vilain qui imite les autres était vachement tendance chez Marvel. C'était la mode à l'époque. Les épisodes 20 et 21 des X-Men, datant de mai et juin 1966, sont vraiment mauvais. Ah bon? Parce que les autres ne l'étaient pas? Ils marquent d'ailleurs le début de Roy Thomas à l'écriture à la place de Stan Lee, et ce n'est pas une réussite, même s'il semblerait que cet arc soit entièrement sorti de la tête de Werner Roth, vampirisé par un script de Stan Lee. C'est en tout cas ce que dit Roy Thomas dans Alter Ego numéro 120. Alors je vous vois venir dans les commentaires, vous allez me dire Smurk Xav, gros bleu! alors non, mais en fait je pensais plutôt à Wow, minute Uncle Bob, que c'est impossible que ce que tu dis avec ta bouche. Werner Roth est dessinateur et pas scénariste. Eh bien sachez que cette info va être à nouveau confirmée par Roy Thomas qui dira carrément ensuite que c'est en fait Werner Roth qui aura tout imaginé pour le 20e épisode dans le comic Interview numéro 66. Ta vidéo est chiadée, gros, hein. Merci grosse. Bref, les épisodes 20 et 21 ne sont pas top et ceux qui les ont lus dans Strange 20 et 21 en 71 et Speedy 36 et 37 en 1983 s'en souviennent. Jean-Louis Relou, pardon je voulais dire Cyclope, quitte l'équipe pour chercher un remède pour ses yeux afin qu'il puisse aimer ouvertement Marvel Girl. Pendant ce temps, le reste des X-Men voit à la télévision que le Blob et Unus, et j'ai bien dit Unus, sont déguisés en X-Men pour cambrioler une banque. Mais au final, il semblerait que ce soit Lucifer, le méchant plus prompt, à dégainer son flingue qu'à tirer son coup
Toh qui est derrière tout ça. Donc ce gars avait déjà été rencontré dans les X-Men numéro 9 et il revient dans cette histoire et il est vraisemblablement le vrai commanditaire de ce casse de banque. Il arrive à attirer les X-Men dans son repère et pendant le combat, Xavier explique à Marvel Girl les détails de la façon dont il a perdu ses jambes. Et c'est con mes enfants, mais c'est tellement con. Ah bon? Xavier dit que l'une des principales raisons pour lesquelles il a formé les X-Men, c'est de les tenir prêts lorsque la menace extraterrestre de Lucifer reviendrait. Quand on pense que quelques épisodes avant, il assurait que c'était juste pour préparer les X-Men à combattre les mutants maléfiques qui voudraient asservir l'humanité. Les scénaristes ne savent pas ce qu'ils racontent. Et puis Lucifer ensorcelle Xavier, oui, et finalement il perd la bataille parce que les X-Men trompent l'ordinateur extraterrestre super intelligent de Lucifer, pourtant infaillible, et qui va quand même détruire les robots dont il a besoin pour fonctionner lui-même. J'ai rien compris. Et bah c'est normal tellement c'est débile. Et au final, le Blob et Unus sont relégués en 4ème division des méchants, tandis que Lucifer finit avec un problème de cap. C'est pourtant pas faute de leur dire qu'il faut pas de cap. Après, faut relativiser sur la débilité des scénarios de cette époque. Aujourd'hui, on a quand même les textes de Luan, les récits historiques de Gims, la vision glacée d'Enjoy Phoenix. Ou la consistance des propos de Tatiana Ventose. Donc ouais, c'est vrai qu'il faut relativiser quand même. Seul intérêt philosophique du récit, c'est que cet arc et le prochain numéro, avec le comte Neferia, sont le début de la peur et de la haine des Américains de tous les jours envers les mutants en général et les X-Men en particulier. Car jusqu'à présent, il semble que le grand public considérait les X-Men de la même manière que les Avengers ou les 4 Fantastiques. Et ben là, c'est comme Capri, c'est fini. Qui tu aimes comme chanteur mort? Hervé Villard. Et enchaînons si vous le voulez bien par le X-Men 22 et 23 de juillet et août 1966, écrit par Roy Thomas et dessiné par Werner Roth. Les lecteurs luguins se souviendront d'avoir lu ces histoires dans les Strange 22 et 23 de 71 et dans les Speedy 38 et 39 en 1983. Le professeur X demande à ses étudiants de s'entraîner à combattre les robots géants en raison des derniers combats passés avec les Sentinelles et le Dominus de Lucifer. Logique. Et oui, c'est bien connu, combattre les robots géants fait partie intégrante du quotidien des super-héros. Ce robot d'entraînement s'appelle Colosso, même si on s'en fout un petit peu. Mais en fait, Xavier aurait dû plutôt entraîner les X-Men à combattre des super méchants de 4ème division, voire de division d'honneur comme on disait à l'époque, quand on voit comment ils vont se faire défoncer la rondelle par l'équipe du comte Neferia. Je rappelle que le gazier a rassemblé un groupe de méchants oubliés, aux yeux vifs et aux cuisseaux dodus, afin de devenir méchant. Ah bon? Oui, on en est là au niveau du scénario. Et alors, vous trouvez que c'est con? Eh ben, attendez la suite. Neferia veut recruter en fait les X-Men en les encadrant pour qu'ils commettent un crime. Et comme il n'a pas confiance en ses recrues actuelles de super méchants, il s'est dit que ça serait bien qu'elle kidnappe les X-Men afin que ces derniers les remplacent pour son crime. Tu sais, genre, hey licorne, je te fais pas confiance, alors tu peux pas recruter Cyclope pour te remplacer? Non mais sérieux les mecs, c'est quoi ce scénario? Et puis alors, examinons les recrues de Neferia. Alors déjà, à l'image d'Henry, le conte a été vu pour la dernière fois dans Tale of Suspense 68, mais ça vous vous en foutez. Carrément. Mais vous ne pourrez pas dire que je n'ai pas bossé dans mes recherches. Plantman a été vu pour la dernière fois dans le Strange Tale 121, l'épouvantail dans le Tale of Suspense 51, le porc épic dans Tale to Astonish 53, l'anguille dans Daredevil 6, et la licorne est déjà apparue dans le Tale of Suspense 56. Putain, t'as bossé, gros. Alors abonne-toi pour récompenser mon boulot, gros. Bon alors je vous laisse découvrir comment se termine cette histoire, mais si vous voulez aller encore plus loin dans le ridicule, considérons le rôle de Xavier. C'est lui qui à la fin sauve ses élèves, qui, attention, accrochez-vous, a maintenant des attelles de jambes alimentées par transistors. Malgré sa morosité antérieure, Xavier dit qu'il travaille sur ses broches depuis des mois. Avec Xavier construisant des robots géants et ses bretelles exosquelettes, au final on se demande s'il avait besoin des X-Men. Et puis on ne sait pas comment Xavier obtient tout cet équipement de haute technologie. Il ne connaît pas encore les Chayar, donc bon je m'excuse mais merde. Et enchaînons avec un nouvel épisode Low Cost, intitulé 8ème play, la Locuste, tiré du X-Men 24 de septembre 1966, lu en France dans le Strange 24 de décembre 71 et le Speedy 40 de mai 1983. Ce méchant très mobile, et donc en mouvement permanent, était surnommé à l'époque la Playmobil. C'est vrai? Non, je déconne. Si dans les épisodes précédents, Roy Thomas avait fait affronter les X-Men à des mutants, voilà à présent qu'il change de type de méchant qui fabrique des insectes géants. Et ce méchant, c'est Locust, avec sa grosse tête de Teletubbies. En vrai, Bob, c'est quoi ton Teletubbies préféré? Bah, dans le doute, je dirais Lala. Oh non, pas Lala, il était dans les jeunesses hitlériennes. C'est vrai? Ouais. Oh non, c'est trop sad. Roy Thomas avoue qu'il s'est inspiré des films de son enfance qu'il dévorait comme Them. Vous vous souvenez, on avait vu ce film chez Monsieur Eddy dans la dernière séance, et ça s'appelait en français Des monstres attaquent la ville. Je ne résiste pas au désir de vous montrer mon DVD. Ah, j'ai cru que t'allais nous montrer autre chose. Oh, t'es con, toi. Roy Thomas adorait les films d'insectes géants comme The Deadly Mantis, Tarantula ou The Beginning of the End, avec des sauterelles géantes. Les X-Men combattent Locust et ses insectes, mais c'est le professeur Xavier, déguisé en Gandalf, le sorcier. Pardon? Le sorcier avec son vieux chapeau et son gros bâton? T'aimes ça, hein, les gros bâtons? Oh, t'es bête. Ouais, donc il est déguisé en Gandalf. Et
il convainc finalement le criquet d'abandonner ses activités. Mais genre, tu vois, il lui dit on t'a jamais dit que c'était pas bien d'être méchant? Et alors l'autre de répondre Ah bah maintenant que tu le dis, bah oui, effectivement. et voyez les enfants, on ne saurait trop rappeler les méfaits de la drogue sur les auteurs de BD. Il devait être complètement stone pour écrire ce genre de truc. Mais poursuivons notre odieuse description de cet album avec les épisodes 25 et 26 des X-Men d'octobre et novembre 66, vus en France dans les Strange 25 et 26 en 72 et dans les Speedy 41 et 42 en 1983. Respire. Ces deux parties présentent El Tigre, une caricature d'un chercheur de trésors sud-américain qui trouve un morceau de pendentif magique et acquiert des pouvoirs mentaux. Mais ces pouvoirs le guident également vers la seconde moitié de l'amulette, et une fois qu'ils sont joints, il devient Kukulkan, un dieu maya. Et bien sûr, les X-Men vont l'affronter. Franchement, si Jack Kirby avait été au dessin, à la place de Werner Roth, ça aurait été sans conteste quelque chose de plus impressionnant. Surtout quand El Tigre devient un Kukulkan et fait revivre les anciens temples mayas, je pense qu'on a raté là quelques designs sous la patte de Jack Kirby qui auraient pu déchirer leur race et vraiment plus cool que les dessins de Werner Roth. Côté scénario, il est évident que Thomas a un faible pour Doc Savage, tout comme Stan Lee d'ailleurs. Le méchant du premier roman de Doc Savage s'appelait le fils du serpent à plumes et impliquait une ville maya perdue. Maintenant, dans cette histoire, El Tigre se transforme en une version du Kukulkan, un autre nom pour le Quetzalcoatl ou le serpent à plumes. Il déterre une cité maya perdue comme dans Doc Savage. De même, lorsque Roy a écrit All Star Squadron, il avait fait un méchant nommé le serpent à plumes qui fait émerger un temple maya perdu du sol sous Mexico. C'est vrai? Ouais, Incroyable. t'en as rien à foutre en fait. J'avoue. Et nous voilà enfin arrivés au dernier épisode de l'album des X-Men 27 datant de décembre 1966 et paru autrefois en France dans le Strange 27 en mars 72 et dans le Speedy 43 en août 1983. C'est le grand retour de Mimic qui revient se friter avec les X-Men et qui les met tous à terre. Relaxing on the floor. Mais non, en fait, c'était juste une séance d'entraînement et on apprend que Monsieur Connard, Cyclope, est remplacé justement par Mimic comme chef du groupe. Un non-mutant à la tête d'un groupe de mutants, c'est amusant. Au final, on se retrouve avec une histoire où les X-Men traquent le Puppet Master et combattent son Incredible Android qui n'a rien de glamour ou de swag pour nous faire saloper la moquette. Voilà, tout est dit. On doit bien admettre que les scénarios ne volent pas haut et certains peuvent être écrits avec la finesse d'un tractopelle. On ne va pas se le cacher, ces histoires sont comme un burger sans cornichons. Putain, quel poète. Les dessins sont également assez fades, et ce n'est pas moi qui le dis aujourd'hui avec le recul, mais déjà à cette époque, c'est ce que pensaient la plupart des fandoms. J'ai retrouvé par exemple le commentaire de Forbush Gazette numéro 1 en décembre 66, mais en fait c'est à peu près la tendance dans tous les fandoms de l'époque. Eh bien, on nous dit que les X-Men s'étaient détériorés au point de non-retour depuis leur début en 63. Ainsi donc, vous l'aurez remarqué, j'exprime qu'une ferveur mitigée pour cet album. Sa lecture a été pour moi aussi triste que d'aller chez Auchan le samedi. Tu veux dire que c'est pas Child au final? Non, et ça sent le vieux pâté. Aussi, investir dans cet album Panini n'aura de sens que pour les putains de complétistes comme moi, mais sinon, il est totalement dispensable. Et encore, moi j'ai eu de la chance de l'avoir pour 10 balles, parce que il avait reçu un coup de cutter dans la couverture, que je me suis empressé de scotcher pour que rien ne paraisse, mais sinon, j'aurais sans doute pas investi. Bah c'est une bonne affaire au final. Oui, un peu comme toi. Merci, c'est gentil. Bon allez, j'ai pas mal démonté la lunette arrière de ces histoires, mais bien sûr, tout ceci n'est que mon avis, et peut-être que vous avez une autre idée sur cet album. J'attends donc vos remarques courtoises dans les commentaires au sujet de cet album. Voilà, cette émission est maintenant terminée. N'oubliez pas de laisser un post blow, n'achetez pas chinois. Et laissez des commentaires courtois, parce que c'est quand même plus plaisant quand c'est courtois. Scarlett, merci d'être passée. Ouais, bah de rien, gros. Peut-être un dernier mot pour terminer, Scarlett? Rhododendron. Merci Scarlett. C'était Bob Zombie et Scarlett, les princes de la bulle de love dans le tube. À très bientôt les geeks. Salut. Je sais où tu te caches. Viens ici que je te bute, enculé. Non, Abdel Razak, Abdel Razak. Ça va pas. Mais c'est juste insupportable. Arrêtez.